Bienvenue sur l'Or Acadie. Aujourd'hui, on récapitule sur le meilleur des histoires vécues de 2024. De tout le contenu que j'ai couvert durant 2024, les histoires vécues restent mon chouchou. Ça reste la chose qui me fascine le plus. Entendre vos histoires, entendre les histoires des personnes de la péninsule acadienne, voir comment ce que je suis en train de moderniser le conte, le mythe, les légendes, les superstitions, voir vraiment comme qu'est-ce que le monde parle de nos jours quand ça vient au mystérieux, au macabre, aux choses qui font peur. Je suis vraiment reconnaissant pour tous les gens qui ont partagé leurs histoires avec moi parce que sans eux, rien de ceci serait possible. Vous êtes vraiment le cœur et l'âme de l'Or Acadie. L'Or Acadie a connu le jour le 27 août 2024. Depuis, j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont aidé à bâtir une fondation vraiment stable pour l'Or Acadie. J'aimerais en nommer quelques-uns. Dans le fond, Eddie Savoie a été mon mentor numéro 1 depuis le début. Sans Eddie, j'aurais pas pu trouver le courage et la confiance en moi de débuter ce projet ici. On a aussi Réal Thibault, qui a été un de mes mentors, Patrice Éloi Mallet, Jean-Marie Chiasson, Martin Chiasson-Duguay, Steve Ferrand, Louis P. Meunier, Céline Doiron, Michel Jacob, Mélanie Power, Stéphanie Dugas, Jean Leblanc et la liste continue. Justement, je veux surtout mettre l'emphase aussi sur les personnes qui se sont abonnées à l'Or Acadie puis qui me supportent depuis le début. Veux pas, vous avez peut-être remarqué que l'Or Acadie est beaucoup malléable. L'Or Acadie peut devenir ce que je veux que ça devienne. L'Or Acadie a le potentiel de toucher tellement de domaines puis de sphères différentes comme l'ethnologie, la littérature, les traditions orales, l'horreur, l'événementiel, la radio, l'éducation, etc. Ce qui me fascine le plus, c'est qu'on est capable avec l'Or Acadie de vous faire ressentir des émotions comme la peur, la nostalgie, le rire. Avec beaucoup de gratitude, j'ai à décider où mon projet peut s'envoler. Puis c'est pas toujours une tâche facile de décider dans quelle direction je m'en vais pendant que j'ai ce projet-là dans les mains qui pourrait vraiment devenir tout ce que je voudrais qu'il devienne. Aujourd'hui, je vous ai préparé un best-of de tout ce que j'ai couvert dans les histoires vécues en 2024 pour ceux et celles qui aiment les longs métrages. Well, you're in luck. Fait que je vous souhaite une bonne année 2025. Merci encore une fois pour votre support en 2024. On commence 2025 en force. Avec mes nouveaux segments que je vous ai introduits déjà. Donc, je vous dis bon visionnement et merci pour tout. La première histoire me vient de mon chum Jean. Jean avait 3 ans. C'était une nuit très froide d'hiver à Petite-Rivière-de-l'Île, où le vent était très fort et la neige tombait à la tonne. Jeanne, sa mère, avait été se coucher. Elle a rêvé à sa sœur défunte. Celle-ci lui disait dans son rêve: « Réveille-toi vite, Jeanne. Jean a besoin de ton aide. Il va geler dehors. Va l'aider. » Elle se réveillait en sursaut pour aller voir si Jean allait bien. Quand elle passe devant la porte de dehors, elle s'aperçoit que la porte était grande ouverte. L'enfant qui avait sorti de lui-même pendant qu'elle dormait était assis dans la neige à l'extérieur en pleine tempête. Dans tous ses états, elle le rentre vite en dedans pour le réchauffer. Elle remerciait son rêve prémonitoire qui a sauvé la vie de son jeune, qui aurait bien pu mourir gelé dehors cette soirée-là. Ma deuxième histoire me vient de quelqu'un qui désire rester anonyme. Seulement les noms et les lieux ont été modifiés, mais l'histoire reste la même. Le frère à mon père est décédé à 27 ans. J'étais encore bébé. J'ai 30 ans aujourd'hui et je n'ai aucune photo avec lui, j'ai que 2-3 photos de lui. Il s'appelait René et était un garçon très connu de sa région durant cette époque. Mon père et ma grand-mère paternelle m'ont beaucoup parlé de lui. Mon père a même appelé mon frère Jean-René en son honneur. Je n'ai jamais eu connaissance de sa présence dans notre première maison. Mais à l'âge de 16 ans, on a déménagé mon père, ma mère et mon frère dans une autre maison en plein cœur de la ville, très proche d'où mes grands-parents ont élevé leurs propres enfants. Plus tard, dans la deuxième année qu'on vivait à cette maison-là, mes grands-parents paternels se sont installés directement à côté de chez nous. J'étais tellement contente à l'idée que c'était nos voisins. À mes 17 ans, j'ai vu ma première expérience paranormale. En allant me coucher, j'ai vu un homme habillé en soldat avec un drapeau du Canada dans sa main gauche. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il essayait de me parler mais rien sortait de sa bouche. Il était là et me regardait avec un grand sourire. C'était un homme très coloré et il bougeait dans l'air du temps. C'était vraiment épeurant jusqu'à temps que j'ai réalisé que c'était mon oncle René. Je sais que c'est lui car il a été soldat dans l'armée canadienne de son vivant. J'ai toujours senti sa présence depuis ce jour-là. Ce qui me choque le plus,
c'est que j'en ai parlé avec ma mère vers mes 25-26 ans, et elle m'a répondu qu'elle aussi, elle l'avait vu. La nuit, elle sentait quelqu'un s'asseoir sur le bord de son lit, et elle a toujours cru que c'était mon oncle René. C'est comme s'il était revenu à la maison avec sa famille après toutes ces années. J'ai toujours cru que le déménagement de mes grands-parents l'avait rapporté à la maison. Ma troisième histoire a été reçue par message Facebook et me vient de Julie-Pierre Viennot. Merci beaucoup Julie-Pierre pour ton partage. Je vais te conter ma petite histoire d'horreur pour ton podcast. C'est pas moi qui l'ai vécu, mais on me l'a raconté plusieurs fois. Mon beau-frère est quelqu'un qui n'a jamais cru aux esprits jusqu'au jour où il a été visiter une maison hantée à Miscou. C'était pas sa première fois dans les maisons hantées, puis il était avec 4 de ses amis. C'était 5 boys vraiment casse-fer, puis des peurs de rien. Il était 3h du matin, puis ils avaient du fun. Ils avaient déjà visité la maison hantée qui a brûlé dans le passé, puis leur dernière était la maison qui a défoncé un hiver assez longtemps passé. La maison qui a défoncé, je l'ai seulement vue une fois, quand j'étais plus jeune. Cette maison-là avait un piano dedans. Mon beau-frère était l'avant-dernier du groupe, à entrer, quand il a entendu un piano faire. Quand il s'est tourné de bord, son ami derrière avait les 2 yeux gros comme des 2 piastres, puis les bras en l'air en disant « C'est pas moi qui a fait ça! » Puis en disant ça, une autre note a sorti du piano. Ils ont tous couru comme des fous, puis ils n'ont jamais été dans une maison hantée après celle-là. Notre histoire vécue me vient de quelqu'un qui désire rester anonyme. Ça fait déjà 2 mois que moi et ma conjointe on a emménagé dans une nouvelle maison. Depuis le début, on entend des choses bizarres. La première soirée, quand on a dormi dans la maison, dans le milieu de la nuit, on a entendu un homme qui marchait dans la cuisine. Il avait une voix grave et on dirait qu'il grognait. Des fois, on entend un bébé brailler dans le sous-sol, mais la TV est jamais allumée, puis rien ne pourrait expliquer le bruit. On entend des bangs dans les portes, c'est toujours des petits bruits inexplicables. Il y a une soirée, ma blonde était assise à côté de la fenêtre de la cuisine. À côté de la fenêtre de la cuisine, tu peux voir la fenêtre du garage. Elle a vu quelqu'un qui jouait avec les rideaux de la vitre du garage. Ça s'ouvrait, ça se fermait, ça s'ouvrait, puis ça se fermait de nouveau. Où ce que la vitre se trouve, il n'y a aucune façon que personne n'aurait pu s'y trouver, parce qu'il y a des choses qui bloquaient le passage, et la fenêtre était même couverte de boîtes. On entend souvent du monde marcher dans la maison le soir. Puis tard le soir, quand je sors mes chiens, on entend du monde dans le bois, puis tu vois qu'on s'imagine pas ça parce que les chiens aussi réagissent à ces bruits-là. La semaine passée, durant le jour, ma blonde a entendu une grosse boîte tomber dans le sous-sol. Elle pensait que c'était les chats qui l'avaient fait tomber, mais elle a été voir puis il n'y avait rien qui avait tombé dans le sous-sol. Le deuxième segment nous parle du vécu de sa conjointe. Ma blonde a vécu plusieurs expériences quand elle était jeune. En 1999, ma blonde et quelques-uns de ses amis ont joué au Ouija dans la salle de bain des filles à l'école Terre des Jeunes de Paquetteville. Elles ont demandé à Satan de flusher la toilette du fond alors que la porte était fermée et que personne n'était à l'intérieur. La toilette s'est bel et bien mise à flusher elle-même. Toutes les personnes qui étaient là ont eu peur et ont sorti en courant. Depuis cet incident, ma blonde a vécu plusieurs autres choses. Elle et son meilleur ami allaient souvent au chalet des parents de son ami. Souvent, ils entendaient des coups sous le chalet, comme si quelqu'un donnait des coups de poing dans le plancher. Une soirée alors qu'ils étaient là pour la fin de semaine, ils étaient dehors et il faisait bien beau. Le vent s'est soudainement levé. Ils ont entendu des coups dans le plancher, la poignée de porte bougeait toute seule et ils entendaient des pas qui se rapprochaient de plus en plus d'eux. Ma blonde et son ami sentaient que ce qui se passait s'empirait de plus en plus, et ma blonde était persuadée qu'un ours arrivait car elle entendait des gros bruits dans le bois. Par la peur, ils ont décidé de retourner à la maison. En startant le 4 roues, rien ne marchait. Le 4 roues était pourtant neuf. Ça a pris un bon 2 minutes à réussir à le starter. Quand ils ont finalement parti, une bête ressemblant à un loup-garou les suivait. La bête avait les pattes par en arrière et elle courait comme si qu'elle courait d'à reculant. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont juste voulu partir au plus vite avec le 4 roues. Ils roulaient à environ 80 km/h, donc éventuellement la bête a arrêté de les suivre. Quand ils sont arrivés à la maison et ils ont parlé de ça aux parents de son ami, personne ne les croyait. Le lendemain, le père de son ami est retourné voir au chalet et effectivement, il a vu des traces de pas à l'envers dans la vase. Au fil des années, ma blonde a vécu toutes sortes de choses classiques, comme elle voit souvent un homme habillé en noir avec un gros chapeau, elle s'est fait toucher souvent, elle a souvent entendu des voix, etc. Je crois aussi qu'elle est plus ouverte à voir ces choses-là que moi.
Moi, je suis plus dans le ressenti. J'ai souvent l'impression que quelqu'un me regarde et je ressens souvent des choses dans ma maison. Notre première histoire de la semaine me vient de Chloé, qui habite dans la péninsule acadienne. Une journée, je m'en allais à la job et j'étais rendu dans la région de Pocmouche. Je venais presque juste de dépasser la crèmerie. D'un coup sec, j'ai pogné un gros mal de tête intense. Je me disais que ça allait passer, mais ça a commencé à m'en piquer dans les yeux, fait que je me suis parqué sur le bord du chemin. C'était rendu insupportable. À la seconde même que je me suis parqué sur le bord du chemin, j'ai remarqué à quelques mètres en face de moi, dans ma ligne, qu'un char était en train de dépasser un gros transport. Le char s'emmenait direct dans ma ligne à moi, puis mon Jeep en a shaké tellement qu'il roulait vite. Je te jure, je suis sûr qu'il roulait au moins à 120. J'aurais même cru qu'il aurait frotté mon Jeep, mais j'ai aucune égratignure dessus. Tout ça s'est passé en une fraction de seconde, le transport a klaxonné et je crois que le monde n'en revenait pas. Il m'a presque frôlé. Aussitôt que le char s'est remis dans la ligne, en face du transport et loin derrière moi, le pincement dans mes yeux est parti. J'avais encore une petite pression dans ma tête, mais vraiment pas au point que je pourrais dire que ça faisait mal. Je suis sûr à 100% que si je m'aurais pas parqué drette là, le gars m'aurait ramassé à 120 puis j'aurais pu mourir. Je suis arrivé à la job après, j'ai conté cette histoire-là à mon boss, puis il m'a répondu « C'est sûr que t'avais un ange gardien avec toi. Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. » Notre deuxième histoire de cette semaine me vient d'une personne de la péninsule acadienne qui désire rester complètement anonyme. J'ai vécu des phénomènes paranormaux toute ma vie, du plus loin où je puisse m'en rappeler. J'entendais mes parents me raconter leurs histoires sur ce qui serait passé dans la maison où j'ai vécu mes premiers jours. Étant trop jeune pour avoir le moins de souvenirs, je me suis fié à ce qu'ils m'ont raconté. Nous avons vécu des phénomènes, moi et ma sœur. Nous dormions dans la même chambre ensemble, nos lits étaient opposés à l'un de l'autre. Chaque nuit, nous observions des ombres lumineuses virevolter dans notre chambre. Nous ne savions pas ce que c'était et nous gardions cela pour nous parce que nos parents en avaient déjà assez sur leur assiette. Donc, je me suis mis à avoir un intérêt sur le sujet et j'ai poussé plus loin mes recherches. Ma grand-mère paternelle était ouverte à ce sujet et j'ai passé mon enfance à écouter ses histoires sur les phénomènes qui s'est passé dans la maison. Des torses sans jambes flottant au sol, des esprits montant et descendant les escaliers, des coups à l'étage, des esprits apparaissant dans le miroir de la salle de bain, etc. On partageait cette passion ensemble et j'étais très proche de ma grand-mère. En 2010, quand elle est partie vivre dans un foyer de soins, j'ai pris sa maison qui était déjà signée à mon nom. Elle m'avait averti de faire attention de ne pas faire de cas s'il se passait quelque chose parce que ça allait empirer les phénomènes. J'avais de l'appréhension à déménager durant l'été 2010, mais j'ai quand même risqué parce que nous avions eu un dégât d'eau dans l'appartement où je vivais et nous n'avions nulle part d'autre à aller. Le premier jour du déménagement, j'étais assise devant le frigo et d'un coup la porte s'est ouverte derrière moi. J'ai ressenti un froid malgré la chaleur accablante de l'été et aussitôt deux voix perceptibles se sont fait entendre à ma gauche. Une voix masculine demanda « C'est qui ?» Une voix féminine lui répond « Je ne sais pas ». Je me suis levé et j'ai sorti de la maison à une vitesse de fou. Et ça a été le début d'une longue histoire. J'ai quand même décidé de rester n'ayant pas d'autre choix. Être propriétaire d'une maison à 20 ans, on ne peut pas passer à côté de ça. Mais la même semaine, j'étais à l'étage dans ma chambre et j'ai vu l'ombre d'un homme dont ma grand-mère m'avait parlé monter l'escalier pour aller dans les chambres du fond à l'étage. J'ai pas eu d'autre choix que de croire ma grand-mère. Peu de temps après, ma grand-mère est décédée et à ce moment-là, les phénomènes se sont plus transformés en sensations d'être touché ou d'accrocher une personne invisible, d'entendre des grognements à l'étage ou des coups dans la fenêtre à l'étage où c'était simplement impossible de s'y rendre. Des voix qui imitaient nos voix à moi et à mon chum quand je n'étais pas à la maison. Mes animaux tombaient malades pour rien et réagissaient en fixant des choses en grognant en bas de l'escalier. C'était le bordel, mais c'était notre vie. Par la suite, j'ai fait des recherches pour comprendre pourquoi cette maison-là est si tant un endroit à fort phénomène. J'ai trouvé les anciens documents de la maison et l'historique de la maison. En me fiant à la recherche, elle serait âgée d'au moins 170 ans, ayant servi de maison funéraire pour les membres de l'ancienne famille, dont une femme, Thérèse, et son frère. À l'endroit où j'ai entendu les deux voix, c'était l'endroit exact où les morts étaient exposés. En faisant des rénovations à l'extérieur, nous avons trouvé des photos entre les murs. C'était des images saintes. On a trouvé des poignées de cercueil et une croix de 20 pieds de hauteur, qui était la croix de cercueil de Thérèse et de l'ange au moment de leur veillée mortuaire dans la maison. J'ai appris leur mort tragique qui explique qu'ils n'ont pas passé de l'autre côté, et qui explique aussi le fait que Thérèse se soit attachée à ma fille. Quand ma fille est née, les phénomènes sont devenus plus du côté électrique. D'un coup, à chaque nuit, quand j'allais coucher ma fille, les lumières à l'étage ne s'allumaient plus.
Pourtant, avec l'inspection d'Energy NB Power sur notre panneau intérieur et extérieur, rien n'expliquait cela. Mon père est lui-même électricien, donc il a aussi venu voir ce qui se passait, mais quand il était là, les lumières fonctionnaient bien. À force, j'en ai eu assez et j'ai voulu m'en aller, parce que la malchance s'attaquait à nous là-bas. Plus rien fonctionnait. On se chicanait pour rien. Au moment où on rentrait à la maison, on avait une émotion de colère sortie de nulle part qui nous manipulait. Mon oncle, me voyant dans la misère, me laissait sa maison à vendre et la dernière nuit que j'ai passée dans cette maison était extrême. Ça jouait sur les lumières, ça cognait, j'étais seul et j'ai fait un cauchemar où je voyais un homme dessus la couchette de ma fille et je me suis réveillé en terreur. Ma fille pleurait et en me rendant à elle, l'ombre était dans le coin de sa chambre et d'un coup les lumières se sont allumées. Le lendemain je déménageais mais en diagonale de cette maison-là. La même soirée du déménagement, nous avons entendu un cri de femme provenant de la salle de bain, mais il n'y avait personne. J'ai à ce moment-là pris certaines mesures qui ne fonctionnaient pas, par exemple brûler de la sauge. Je suis rentré en contact sur un groupe de médiums américains avec un certain médium qui m'a dit de me rendre à mon ancienne maison pour faire purifier avec du sel, de la sauge et faire une prière amérindienne, ce que j'ai fait, et le lendemain j'ai tombé malade développant le zona au niveau du visage et les problèmes de santé se sont enchaînés. Je crois que ceux qui étaient là ne voulaient pas que j'essaie de les chasser. Je suis donc rentré en contact avec plusieurs autres médiums du Nouveau-Brunswick et ils m'ont confirmé que c'était une maison de passage d'âmes et qu'il y avait quelque chose de mauvais là-bas et d'autres protecteurs, qu'il y avait au moins 40 esprits dans cette maison. Je les ai trouvés drôles et j'ai demandé l'avis d'une autre médium qui, en voyant la maison, s'est senti pris à la gorge par un esprit masculin, ancien propriétaire des années 1800, qui lui a dit de se mêler de ses affaires. Donc j'ai arrêté de perdre mon temps et j'ai fait baptiser ma fille. Ensuite, le jour du baptême, elle a tombé malade étrangement directement après avoir entendu le cri d'une femme provenant de la salle de bain encore très tôt le matin. Malgré qu'elle était malade, vomissait et faisait de la grosse fièvre, j'ai quand même été à l'église et je crois que le prêtre a vu que nous étions énervés. Il a vu ma fille trembler et a compris, je crois. Aussitôt, il a fait signe de croix dans son front avec un ruban blanc. Et aussitôt, elle s'est laissée tomber dans ses bras et ça a été la fin des malaises pour elle. Aussitôt, elle n'avait plus rien à reprocher en revenant à la maison et j'ai jamais vécu de phénomène après. Mais c'est sûr que ça va toujours chercher à revenir. Ma sœur a hérité de la maison et de la malchance. À chaque rénovation qu'elle entreprenait dans sa nouvelle maison, il y avait un pépin. Ses outils comme ses scies électriques qui étaient branchés dans le mur arrêtaient de marcher sans raison. Tout ce qu'elle branchait s'éteindait. Elle a fait venir NB Energy Power plusieurs fois de suite. Pourtant, selon eux, il n'y avait aucun problème d'électricité dans la maison. Elle a engagé un électricien qui aurait fait le système électrique extérieur au complet, mais ça a continué. Elle ne croyait pas que c'était relié à quelque chose de paranormal. Elle avait juste peur que ça soit des souris qui avaient rangé les fils, puis que la maison pourrait pogner en feu, mais après tous ces tests, elle constate que non, il y a vraiment un problème inexplicable. Elle a dû faire de nouvelles fondations 2 fois, sa nouvelle toiture 2 fois, tout ce qu'elle entreprenait, fallait qu'elle le fasse 2 fois, le recouvrement et le changement de vitre, toujours quelque chose qui se passait. Je l'ai mis dans la misère malgré moi, en lui léguant la maison. À ce jour, elle vit même pas à la maison, elle dort chez son conjoint et elle utilise la maison comme maison de passage le jour. De plus, lorsqu'on était présent à la maison, ça jouait aussi avec l'électronique, la TV, ça jouait avec les jouets de ma petite fille, les jouets s'allumaient tout seuls la nuit. Une fois, c'était une genre de boule interactive qui a roulé d'elle-même et les lumières dedans s'est allumées. Pourtant, tous les jouets étaient off la nuit. Notre première histoire nous vient de Marie-Lie Chiasson. Sans plus tarder, je vais commencer une histoire à propos des esprits de ces animaux défunts. Mon premier chat, Looney, avait développé une habitude. Il montait sur mon lit, sur moi, puis il me piétinait à la grandeur de mon corps avec ses petites pattes pour ensuite embarquer sur la commode à côté du lit. Il se prélassait sur la commode un petit peu, où il dormait après un moment. Quand il voulait redescendre, il passait toujours sur moi, puis il fallait absolument qu'il marchait tout le long de mon corps pour décoller. En gros, il fallait absolument qu'il passe toujours sur moi pour aller sur la commode, c'était sa routine. J'avais eu un down quand on vivait dans notre ancien bachelor, puis mon chat actuel, Sissi, a jamais été colleux, puis j'avais besoin de réconfort cette soirée-là. J'ai donc demandé à avoir un signe soit de Masha, ma première chienne, ou de Looney, mon premier chat. Alors j'ai demandé un signe. Puis peut-être 5 minutes après que j'ai demandé ce signe-là, Sissi, ma chatte actuelle, a embarqué sur le lit où je me trouvais et a commencé à me piétiner sur tout mon corps 3-4 fois.
C'est bizarre parce que Sissi faisait jamais ça normalement. C'était de quoi que Looney faisait dans ces dernières années. Ça m'a tellement fait peur, je capotais, je savais plus quoi faire puis je me suis planté à pleurer. Mon conjoint se demandait ce qui se passait. C'est comme si Looney, mon ancien chat, était avec moi, comme s'il m'a envoyé un signe à travers de Sissi. Pour rajouter aussi, je file souvent la présence de mes anciens chiens. Des fois, je vois du coin de mon œil un ombrage noir à la hauteur de mes genoux, qui est la hauteur exacte de pas mal de mes bouviers. Notre deuxième histoire me vient de moi-même et parle aussi d'un esprit résiduel d'une chienne. On a tout le temps eu des chiens chez nous. On avait sauvé une chienne qui s'appelait Molly et qu'on avait retrouvée extrêmement maigre. On a pris grand soin de Molly jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, mais on l'a pas eu chez nous longtemps. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle fouillait tout le temps dans les poubelles, sûrement parce qu'elle avait toujours faim, parce que dans son passé, elle avait été mal nourrie. Puis elle a tombé sur un os de poulet, puis elle est morte dans la hall chez ma mère. Chez nous, t'as la cuisine, le salon collé, puis il y a une grande hall qui mène aux chambres. Après le décès de Molly, aussitôt qu'un de nos chiens ou chats passait dans la hall, il ou elle se dépêchait tout à la traverser le plus vite possible. Tous nos chiens et chats ont eu peur de la hall. Tu voyais aucun chien dans la hall, c'est comme si l'esprit de Molly était encore là même à ce jour. Peut-être que chez ma mère, c'était une place de réconfort pour elle. On lui a donné une deuxième chance à la vie, puis je crois qu'elle a resté là. C'est ma seule et unique histoire de fantôme ou d'esprit. Loulou, une de mes anciennes chiennes, on dirait qu'elle le ressentait plus que les autres. Elle était terrifiée de passer de la hall à ma chambre d'enfance. Malgré tous mes efforts, elle a seulement venu dans ma chambre quelques fois, et chaque fois, elle marchait très lentement et elle pleurait de peur en passant dans la hall. Si elle se couchait dans ma chambre, c'était toujours face à la hall, les oreilles baissées. Je vais conclure notre segment d'histoire vécue en vous parlant juste brièvement de l'hybride du lapin-chat. Dans le fond, j'ai trouvé un peu d'informations en ligne, puis l'histoire me vient du beau-père à mon chum. Dans le fond, lui, le beau-père à mon chum, il a vu... quand il était jeune, il y avait un ami, puis son ami, son chat avait eu une portée de chat. Puis il y a un des bébés chats dans la portée qui avait des oreilles extrêmement longues comparées au reste des chats. Vraiment comme des oreilles de lapin. Puis ils ont conclu, tu sais, ben voyons, c'est un lapin-chat. Puis la mère de son ami croyait dur comme fer que c'était un lapin-chat parce qu'elle l'avait déjà vu avant. Puis dans le fond, mes recherches me mènent à voir que, surtout aux États-Unis, j'ai rien trouvé du Canada, c'est bizarre, mais aux États-Unis, je te dirais dans les années 1800-1900, c'était assez commun de croire que les lapins et les chats étaient capables d'avoir des bébés, puis que ces bébés-là seraient des hybrides de lapins-chats, des lapins avec des longues oreilles, puis même leurs pattes, ça aurait été plus longues, presque comme un lièvre. Donc, je vais poursuivre mes recherches là-dessus jusqu'à temps que je trouve de l'information canadienne, même acadienne là-dessus. Je suis persuadé que le beau-père à mon conjoint est pas le seul qui a vu ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vous invite à me témoigner si vous en avez vu vous-même des lapins-chats. Dans le fond, des chats avec des longues oreilles de lapin puis des pattes de lièvre. N'hésitez surtout pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je suis sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Dites-moi si vous en avez déjà vu vous aussi. Notre première histoire me vient de quelqu'un qui, vous l'avez deviné, désire rester anonyme. Cette personne-là habite dans la péninsule acadienne et je vais vous lire le texte exactement comme qui m'a été transmis, à l'exception de certains détails pour garder l'anonymité de la personne. Ok, là je dois te raconter quelque chose. J'ai vu ta question du jour du 24 septembre sur les maisons hantées et ça m'a ramené à 11 ans passés quand on a acheté notre maison. Mon plus jeune avait environ 18 mois quand on a emménagé dans cette maison. Après quelques semaines, il a commencé à se réveiller en crise. Il pleurait tellement qu'il s'étouffait, il hurlait. Ça prenait de 30 à 45 minutes avant de pouvoir le calmer pour qu'il se rendort. Après quelques jours, je l'ai amené chez le médecin. Il m'a dit qu'il faisait des terreurs nocturnes et que ça allait s'améliorer avec le temps. Mais plus le temps passait, plus ça s'empirait. Une nuit, on est entré dans sa chambre, moi et son père, et on essayait de le calmer, mais c'était impossible de le calmer. Il hurlait tellement. Et là, on a remarqué que quand on lui parlait, il ne regardait pas. Il regardait le plafond dans un coin de la chambre. Il avait les yeux rivés grands ouverts en hurlant de toutes ses forces. Là, on lui a demandé qu'est-ce qu'il regardait. Et il nous a pointé le coin de sa chambre avec son doigt. Mon chum l'a pris dans ses bras et l'a tout de suite sorti de la chambre. Dès qu'il est sorti, il a arrêté tout de suite de pleurer.
On a compris cette nuit-là qu'il voyait quelque chose. Les jours qui ont suivi, on l'a couché avec nous, et quelques jours plus tard, il s'est à nouveau réveillé en pleurant. Mon homme a allumé la lumière, et il a enlevé la couverture pour le prendre dans ses bras. Et là, on a vu qu'il avait des égratignures partout sur les 2 cuisses. Mon cœur s'est arrêté. On a été traumatisés. J'ai pleuré toute la nuit en panique et en me demandant qu'est-ce qu'on pouvait faire. Le lendemain, j'ai appelé un prêtre. Il m'a donné le numéro d'une femme de Moncton que j'ai tout de suite appelée. Elle m'a dit de l'appeler pour qu'elle puisse voir la maison. En FaceTime, je lui ai raconté notre histoire et je lui ai fait visiter la maison. Après la visite, elle m'a dit qu'il y avait un homme dans ma maison avec un visage détruit et qu'il était entouré de mâles. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais quelque chose dans la maison qui appartenait à une personne décédée, quelque chose de vieux, quelque chose en laine. Et j'avais une très vieille couverture de laine qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Elle m'a dit de la sortir de la maison et nous a aussi demandé de sortir et de la laisser pendant 1 heure avec la caméra ouverte. C'est ce qu'on a fait. Mon fils ne s'est plus jamais réveillé après ça. Environ 2 semaines après, la femme m'a contacté et m'a demandé si c'était d'accord de filmer mon fils et de lui envoyer. C'est ce que j'ai fait et elle m'a dit que l'homme était parti et que mon fils était entouré de bonnes ondes. Ensuite, en parlant à mon beau-père qui a vécu toute sa vie dans le village, il nous a appris que quand il était petit, son père lui aurait raconté qu'avant que notre maison soit bâtie, il y avait une famille qui y vivait. L'homme qui vivait là aurait reculé par accident sur son plus jeune fils avec son tracteur et qu'il serait suicidé peu de temps après. Ça fait 11 ans de ça, puis je me souviens comme si c'était hier. J'ai même encore des vidéos de mon fils entouré d'ombre. Notre dernière histoire me vient de quelqu'un, encore une fois, qui habite dans la péninsule acadienne et qui désire rester anonyme. J'ai pour m'en dire que cette histoire-là me fait pas mal penser à la charrette mystérieuse. Mon conjoint me dit que quand il était jeune, il avait finalement tapé l'âge d'avoir le droit d'aller chasser. Il est donc parti à la chasse puis il marchait seul dans le bois. Il était de bonne heure puis il est tombé sur un ancien chemin de charrette. Il a marché un bout sur le chemin, qui était surélevé avec des canals chaque bord. Il a entendu une charrette qui venait du fond de la forêt. Il est sorti de là en courant, puis il a essayé de revenir une couple de semaines après pour voir s'il pourrait retrouver le chemin battu. Il n'a jamais pu retrouver le chemin de la charrette. C'est comme s'il n'existait pas, pourtant il connaît la forêt par cœur puis il savait exactement où est-ce qu'il avait passé. Les vieux lui disaient avant qu'il y avait un ancien cimetière indien dans ces bois-là. Il sait pas si c'était des à croire, juste pour y faire peur, mais il a jamais vu rien du genre après ça. Avant de commencer, j'aimerais spécifier qu'à la toute fin de la vidéo, je vais lire le texte où Jean Leblanc entre en grand détail pour expliquer comment le Grand David fait partie de son arbre généalogique, étant un de ses propres ancêtres. Pour mieux comprendre le Grand David, il est important d'être conscient de la communauté et de l'époque historique sur laquelle il a régné. Les Acadiens catholiques francophones de la Nouvelle-Écosse ont connu la déportation de 1755, connue sous le nom du Grand Dérangement, avant le début officiel de la guerre de 7 ans de 1756 à 1763. Dans les années qui ont suivi cette guerre, quelques familles acadiennes en petit nombre, mais déterminées, sont retournées en Nouvelle-Écosse dans l'espoir de retourner dans leurs terres ancestrales. Cela s'est avéré impossible dans la vallée de l'Annapolis, car leurs terres avaient été récupérées par des colons arrivant principalement des colonies de la Nouvelle-Angleterre. Cela a causé le problème d'avoir des Acadiens catholiques, francophones, pauvres et sans-abri, qui tentaient de survivre parmi les colons protestants de la Nouvelle-Angleterre. En 1768, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Michael Franklin, tenta de résoudre ce problème, mettant de côté une parcelle de terre le long des rives de la baie Sainte-Marie, qu'il appela Clare. Les Acadiens du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse sont devenus un mélange d'Acadiens de retour après la déportation, emménageant à Clare par en haut, à Poupnico par en bas, qui avaient échappé de la déportation. C'est dans cette première génération d'Acadiens, nés après la déportation, qui vient au monde David Doucette, le 1er août 1792, très probablement à Muses Point, la pointe de Ben pour les Français, au-delà de Sluis Point. On le retrouvait plus tard à Quinnan, à Rocco Point, puis à Plympton, dans les comtés de Digby, où il fondera la colonie Doucette. C'est à cette époque que des rumeurs se répandirent selon lesquelles, dès qu'il arrivait quelque part, des événements maléfiques se produisaient. Les années d'adolescence du Grand David au début des années 1800 ont vu l'Europe être engloutie dans la guerre néapolitaine, aussi des anomalies météorologiques provenant de mauvaises récoltes
entraînait la décennie la plus froide depuis les années 1400 et le deuxième grand mouvement religieux d'éveil se propagea à travers l'Amérique du Nord. Au début des années 1800, le grand David et son épouse Isabelle Muise ont déménagé de part en bas vers un endroit à l'intérieur des terres de la baie Sainte-Marie, mais séparé de la communauté de Clare. Ils ont commencé une ferme à environ 10 km à l'intérieur des terres de ce qui est aujourd'hui Plympton, sur les rives de la baie. Cela aurait été environ 2h30 de marche du rivage. C'est à cet endroit qu'ils s'installèrent et commencèrent ce qui deviendra plus tard Doucettville. Il est important de réaliser que pendant 3 générations après la déportation, les Acadiens de part en haut et de part en bas étaient essentiellement tous des agriculteurs pour survivre. Rares sont ceux qui auraient reçu une quelconque éducation, consacrant leur énergie à défricher la terre, à améliorer progressivement la ferme et à survivre l'hiver. Dans la forêt dense, entourée d'une obscurité oppressante et isolante, éclairée par des bougies ou des lampes à pétrole brut, il n'était pas étrange que des bruits et des événements inexpliqués qui viennent de l'obscurité et de l'épaisse forêt étaient considérés comme l'œuvre du surnaturel. Également, au moment où Grand David aurait déménagé à Doucettville, le deuxième grand réveil aurait eu lieu. Le deuxième grand réveil en Amérique du Nord reflète un romantisme caractérisé par l'enthousiasme, l'émotion et un appel au surnaturel. C'est aussi à cette époque que les gens étaient si terrifiés à l'idée que le diable vienne les emmener, que certaines abandonnèrent leur vie le long de la rive, s'installant plus à l'intérieur des terres pour éviter d'être amenés en enfer par Satan. Les gens parlaient que certaines personnes seraient des sorciers, et parmi les plus connus à cette époque se trouvait David Doucette, grand, brun, bien bâti, appelé pour cette raison le Grand David, mais plus connu sous les traditions sous le nom du sorcier ou encore le maître des sorciers. On prétend que le Grand David pouvait faire de la magie. De telles activités auraient sûrement laissé certaines personnes, sinon beaucoup, perplexes face à de telles capacités, et la réponse à quelque chose que le monde ne comprenait pas dans le temps était automatiquement que c'était le travail du diable. On a également rapporté que le Grand David était parfois aperçu à plusieurs endroits différents, apparemment au même moment. Un attribut également attribué plus tard à Sayamateur, autre figure légendaire acadienne. Ce phénomène connu sous le nom de bilocation ou multilocation est une capacité psychique ou miraculeuse par laquelle un individu ou un objet se trouve ou semble se trouver à 2 endroits distincts en même temps. Laura Doucette-Blin, arrière petite fille de Grand David, m'a dit que le Grand David pouvait prédire la météo. Elle ne savait pas si cela signifiait qu'il pouvait prédire quand les grosses tempêtes comme des ouragans arrivaient, ou s'il pouvait dire que le temps serait clément pour planter vos légumes et vos grains au printemps, ou aller pêcher dans la baie Sainte-Marie et ne pas être pris dans une tempête. Certains disent que c'est Grand David qui a remarqué que lorsque la bande de terre connue sous le nom de Digby Neck semblait plus proche que d'habitude, c'était le signe que la pluie allait arriver. Plus la bande de terre était proche, plus il pleuvait. Laura a mentionné que quelqu'un était allé voir Grand David parce que son bœuf avait des ulcères sur la peau, peut-être à cause du harnais qu'il portait lorsqu'il travaillait. Le Grand David était allé dans le bois, avait obtenu quelques ingrédients pour faire un cataplasme et l'avait appliqué sur les ulcères, les guérissant bientôt. Ses connaissances des remèdes pouvant être fabriqués à partir d'ingrédients locaux a confirmé sa réputation de guérisseur et de personne dotée de pouvoirs surnaturels. La méthode d'obtention des ingrédients et les procédures d'utilisation des diverses potions et remèdes étaient un secret jalousement gardé et lui avait très probablement été confié par l'héritage amérindien du côté de sa mère et de son épouse aussi. Laura, arrière petite fille du Grand David, a également mentionné qu'il avait une prière qui pouvait guérir les verrues et que son grand-père Johnny A. Albin, accompagné du Grand David, avait déjà utilisé la prière sur une verrue qu'elle avait. Johnny a récité la prière tout en frottant la verrue avec ses mains. Cela a provoqué la disparition de la verrue. Voilà la prière que le Grand David récitait lors de rituels de guérison. Je vous présente la version anglaise et française. By Adam, sin came into the world. By Christ, sin went out of this world. And in the name of Christ, I do thee charge you will bleed no more at large. Par Adam, le péché est venu dans ce monde. Par Christ, le péché est sorti de ce monde. Au nom du Christ, je te charge, vous ne saignerez plus en liberté. Aussi transmis par les lignées familiales, il existait apparemment un remède pour éliminer les particules et la saleté qui auraient pénétré dans vos yeux. Les pierres à yeux.
Il s'agissait des petites pierres blanches soigneusement placées dans l'œil, un peu comme une lentille de contact moderne. J'inclus les photos. La petite pierre blanche se promenait autour de l'œil jusqu'à ce qu'elle déloge la saleté ou les grains coincés dans votre œil, moment auquel vous retiriez la pierre aux yeux, avec les grains dessus. Il se pourrait aussi que le pouvoir magique de la pierre à yeux sont devenus connus par les Acadiens de Clore pour cette raison. En raison de sa réputation de guérisseur et de sorcier, les gens demandaient au grand David de les aider à résoudre toutes sortes de problèmes, ce qui ne se passe pas toujours bien pour eux. On rapportait que quelqu'un était allé voir le grand David parce que son bœuf était malade. David a dit à l'homme qu'il devait ramener le bœuf à la maison pour le soigner correctement. Cependant, plus tard, grand David revint dire au propriétaire que son bœuf était mort de maladie et qu'il l'avait enterré pour empêcher la propagation de la maladie. Mais en réalité, la rumeur courait que le grand David avait réussi à guérir le bœuf en utilisant la magie noire, mais qu'il avait ensuite vendu le bœuf à quelqu'un d'autre et gardé l'argent. Maintenant, certains ont écrit pour rassurer les arrière-petits-enfants du grand David qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter d'avoir hérité de quoi que ce soit de la sorcellerie du grand David, qui n'existait que dans l'esprit du peuple. Mais me croyez-vous si je vous dis que certains en ont hérité? Le premier exemple est de Laura Doucette Blin, ma tante. Elle nous a dit que lorsqu'elle était jeune, elle pouvait prédire quel temps il ferait en écoutant les différents changements de volume et de tonalité que feraient les sons du train qui passait en provenance de Digby. À Yermount, lorsqu'elle a dit cela à sa mère, Rose Thibault Doucette, Rose a répondu de ne plus jamais le dire à personne, sinon il penserait qu'elle est folle. Clara Doucette Leblanc, ma mère, prétend avoir vu la Vierge Marie. Marie lui aurait sauvé la vie en tombant dans un puits. Cela se serait produit pendant l'hiver quand elle avait 3 ans, alors qu'elle et son frère étaient descendus chercher de l'eau au puits. Ensuite, il y a ce qui m'est arrivé mercredi le 5 avril 2017 que j'ai mentionné dans un article de blog que j'ai publié ce jour-là. Je crois bien avoir moi-même manifesté quelque chose de surnaturel puisque j'ai du sang du grand David dans les veines. Dans le parking souterrain du Marriott à Halifax, un chauffeur de BMW montre clairement qu'il est un connard prenant 2 places de stationnement. Même ma bête, le Ford Flex, peut se garer dans un seul parking. Je ne savais pas s'il valait mieux faire caca dans son réservoir à essence ou jeter un sort sur sa voiture, alors j'ai fait les deux. Voici une photo que j'ai prise de la BMW en question. Maintenant, je n'avais pas vraiment fait caca dans le réservoir d'essence, mais j'imagine qu'être mentionné dans mon blog était une vraie malédiction. Sur le site web de CBC, il avait aujourd'hui la photo de l'histoire suivante montrant qu'une BMW à 4 portes avait pris feu. Montré sur cette photo, photo de la voiture après l'incendie, j'inclus également l'article de CBC. La semaine de cet homme a mieux commencé que la dernière, malgré l'incendie de la BMW. Écrit par Jean Laroche, CBC News, publié le 10 avril 2017 à 1h43. L'agent immobilier d'Halifax, Mike Arthur, espérait un retour au travail sans incident après avoir subi une crise cardiaque la semaine dernière. Au lieu de cela, il a été forcé de mener une bataille perdue d'avance avec un incendie dans le coffre de sa BMW lundi matin. Un incendie qui a ravagé son véhicule quelques secondes après avoir découvert de la fumée venant de l'arrière. Tout a commencé peu après 10 heures du matin. Au feu tricolore près du parking de son bureau sur Bayers Road, Arthur a été arrêté à un feu rouge lorsqu'il a remarqué de la fumée blanche dans son rétroviseur. Le moteur a dû être en panne ou l'huile a brûlé, pensa-t-il d'abord. Mais la fumée a rapidement commencé à remplir l'intérieur de sa voiture. Il a déclaré qu'il n'avait pas conduit plus de 15 mètres avant que la situation dans sa voiture ne soit si mauvaise qu'il ne pouvait plus respirer. J'ai ouvert les 2 fenêtres avant et je me suis arrêté ici. J'ai sauté dehors, j'ai ouvert mon coffre et il y avait des flammes dans le coffre, a-t-il déclaré. Malgré le drame, Arthur considère toujours que c'est une meilleure semaine que la dernière. Ça aurait pu être pire. J'ai eu une crise cardiaque la semaine dernière, donc au moins je suis guéri, a-t-il déclaré. Maintenant, certains se demandent peut-être quel est mon lien de parenté avec Grand David Doucette, le sorcier. Moi, Jean Leblanc, né le 25 octobre 1964, a emménagé à Concession à l'âge de 6 mois. Clara Doucette Leblanc, née le 27 juin 1937, à Concession. Enos Ignace Doucette, né le 6 décembre 1891, Concession, décédé le 19 avril 1965. John ou Johnny Doucette, né le 16 septembre 1839, à Concession, décède le 24 janvier 1941. Albion Albin Doucette, né le 29 février 1816, il aurait 52 ans en 2024,
Donc à cet âge, il serait peut-être encore en vie aujourd'hui et se cacherait simplement dans les bois quelque part. Fils du grand David, il était l'homme qui a fondé la propriété familiale Doucet à Concession, actuellement située au 3062 2nd Division Road à Clare en Nouvelle-Écosse. Il avait épousé une certaine Catherine Melançon, dont la date d'anniversaire et de décès est actuellement inconnue. Son déménagement à Concession pourrait-il expliquer toutes les folies qui s'y produisent? David, le grand David Doucet, dit sorcier, né le 1er août 1792 à Muises Point dans le comté de Yarmouth, décédé le 2 juin 1871 à Doucetville. Il a épousé Isabelle Muise, qui est considérée comme d'origine autochtone vers 1871-1813. Michel Doucet, père de David, est né vers 1754, juste avant la déportation, lieu inconnu. Il a épousé Marie Muise, qui est d'origine autochtone. Joseph Doucet, père de David, est né vers 1706 à Port-Royal, Nouvelle-Écosse, site de l'actuelle Annapolis-Royal. Il s'est marié le 8 décembre 1730 à Anne Surette. Claude Doucet, père de Joseph, est né en 1664 à Port-Royal, Nouvelle-Écosse, site de l'actuelle Annapolis-Royal. Il est décédé en 1764, ce qui signifie que malgré sa déportation à l'âge de 81 ans, il était retourné en Nouvelle-Écosse avant de mourir à l'âge de 90 ans. Le 6 décembre 1764, il a épousé Marie Comeau en 66 à Port-Royal. Germain Doucet, père de Claude, a épousé Marguerite Landry vers 1664, date de naissance et de décès inconnue. Pierre Doucet, père de Germain, est né en 1621 en France. Il avait épousé Henriette Pelletret. Germain Laverdure Doucet, père de Pierre, est né à Aulnay, province de Vienne, France en 1596. Notre première histoire me vient de quelqu'un qui désire rester anonyme, une personne, un bon ami de moi, qui a intitulé cette histoire ici « Le tour du sifflet de la mort aztèque ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le bruit que ça fait, un sifflet de la mort aztèque, mais je vais vous laisser un petit extrait de qu'est-ce que ça sonne quand ce que tu souffles dans ce sifflet-là. Puis justement, l'histoire au complet tourne autour de ça. C'est une histoire d'un ratoureux de la péninsule acadienne. J'espère que vous allez apprécier. Mon ami a mis beaucoup de temps là-dedans. Alors, sans plus tarder, je vous fais entendre l'extrait du sifflet de la mort aztèque. Si vous avez des écouteurs dans les oreilles tout de suite, faites attention, ça choque. Croyez-le ou non, c'est bel et bien le bruit du sifflet. Je vous ai donné ça comme pour vous donner un peu de contexte. Vous allez mieux comprendre lors de l'histoire à mon ami pourquoi je vous ai fait entendre ça au début. Mais vraiment, ça donne des frissons, ce bruit-là. Fait que sans plus tarder, on va de l'avant avec l'histoire du sifflet de la mort aztèque. Pour garder l'anonymat, les personnes impliquées dans l'histoire seront seulement nommées de façon descriptive plutôt que par leur nom. Tout ça s'est déroulé l'hiver passé. J'étais parti passer la soirée avec ma partenaire avec l'intention d'aller retrouver sa famille, parents, oncles et tantes, au camp de ses parents, une petite cabane dans la forêt à environ 20 minutes de marche ou 5 minutes de VTT derrière chez eux. Avant même de partir de chez moi, j'avais eu la bonne ou mauvaise idée d'emporter un certain quelque chose que je m'étais acheté. Vous savez c'est quoi un Aztec Death Whistle ou un sifflet de la mort aztèque, si vous le préférez? Comme le nom l'indique, c'est un sifflet d'origine aztèque qui fait un bruit saisissant, terrible et horrifiant. Imaginez le cri d'une personne se faisant étriper vivante, c'est le genre de bruit. Un arme de guerre psychologique et accessoire religieux avec un bruit de supposément 125 et plus décibels, plus bruyant qu'une moto, voire aussi bruyant que la musique d'un concert ou d'une machinerie lourde selon certaines personnes. Pour revenir à l'histoire, dans la soirée, rendu chez les parents de ma partenaire, je laissais mon sifflet dans ma voiture avec l'idée de m'en servir si l'occasion se présente pour faire peur à peu importe quel malchanceux que le destin choisira. Ma partenaire et moi partirent donc avec un des VTT de son père pour nous rendre jusqu'au camp. Le début de la soirée passa sans rien de trop spécial. Presque tout le monde s'y trouva déjà avait pris un coup. Ils jouaient aux dames, aux cartes, d'autres parlaient et riaient. Soudainement, l'occasion parfaite se présentait à moi. L'un des oncles de ma partenaire vint me voir et me demanda de l'accompagner dans la forêt pour voir un collet, un piège pour animaux, qu'il avait placé, mais avait trop peur d'y aller seul.
Je l'accompagnai alors dans la forêt et le suivis jusqu'à son collet, avec juste des flashlights, des lampes de poche pour nous éclairer. Rendu sur place, je vis que son piège, qui était vide, se trouvait juste à côté du sentier, le même utilisé pour aller de la maison de mes beaux-parents jusqu'à leur camp. Après avoir retourné au camp et passé 1 heure environ en leur compagnie, ma partenaire me dit qu'elle devait retourner chez ses parents pour aller aux toilettes. Le camp n'ayant pas d'eau courante, le motif parfait. Elle et moi sortirent, embarquèrent sur un VTT et retournèrent chez ses parents. Je lui expliquai mon plan en route. Elle était d'accord. En retournant au camp, elle resterait cachée près du collet, avec mon sifflet en attendant que je revienne avec son oncle. Elle nous attendrait et nous verrait facilement arriver avec nos lampes par cette nuit tranquille d'hiver. Pendant qu'elle était aux toilettes, je sortis prendre mon sifflet aztèque et le mis dans ma poche de mon manteau. Elle ressortit de la maison et nous reprirent route dans la forêt. Comme prévu, elle descendit près du collet avec mon sifflet et je continuai ma route. Maintenant, à toute vitesse pour prévenir son oncle, aussitôt arrivé, mon plan fonctionnait déjà. Je eus à peine arrêté le moteur du VTT et me dépêcha par la porte que mon beau-père me demanda ce qu'il se passait. Avec mes lunettes pleines de buée, je regardais sans vraiment voir personne et m'exclama « Il y a une bête prise dans le collet !» Entendant leur surprise, je continua. J'ai aucune idée c'est quoi, j'ai jamais entendu des cris comme ça, faut y aller voir. On me demanda où était ma partenaire, mais je leur dis simplement qu'elle n'allait pas et elle avait resté à la maison de ses parents. Avec ses problèmes d'estomac entre autres, ils ne s'en doutèrent pas une seconde. Soudain, une idée me passa par la tête pour les faire entrer encore plus dans mon piège. Je me retourna et pris la hache pour couper du bois près du poêle en disant « On peut pas laisser cette bête-là de pris comme ça dans le collet. Faut qu'on fasse quelque chose, j'apporte la hache pour la tuer. » Malgré l'alcool qu'ils avaient bu, et à mon grand plaisir, non seulement l'oncle, mais aussi le père de ma partenaire choisirent de m'accompagner voir le piège. Ils remirent leur manteau et me suivent dehors aussi vite qu'ils le peuvent. Rendus dehors, ces 2 derniers étaient excités, surtout l'oncle, qu'il avait réussi à prendre un animal dans son piège. Jouant le jeu, je fis semblant d'être excité moi aussi, riant et les encourageant à marcher plus vite pour aller voir la mystérieuse prise. Après 1 minute ou 2, je leur dis d'arrêter et d'écouter. J'entendais les cris. La portée d'expression qui passait sur les visages de ces pauvres malheureux, la curiosité d'entendre les fameux cris, le doute en ne réussissant pas à reconnaître, la peur de l'inconnu, la panique qu'il y avait vraiment une créature que l'on devait voir et abattre dans le piège, le tout amplifié par quelques bières qu'ils avaient bues. Essayant de les encourager, tout en faisant semblant d'avoir peur aussi, je pris les devants avec ma hache. Marchant lentement en regardant devant, les 2 autres me suivaient de très près derrière avec une lampe. Plus on avançait, plus les cris devenaient forts et plus ils avaient peur. Toutes sortes d'idées leur traversaient la tête, que je me faisais grand plaisir à soit démentir ou amplifier d'ailleurs. Une marche qui normalement prendrait 2 minutes au maximum, en prit au moins 3 fois plus, dû à la vitesse ralentie et aux nombreux arrêts qui faisaient mes tristes compagnons d'infortune. Personne n'aurait pu dire le contraire, ils étaient terrifiés. Quand finalement, nous arrivons à une 20aine de mètres de plus du petit sentier où se trouvait le piège et la supposée bête. Ma partenaire n'en pouvait plus et sortit du tas d'arbres où elle était cachée en riant à chaudes larmes. La voyant, je ne pouvais m'empêcher de rire aussi. Se rendant compte de ce qui s'est passé, son oncle et son père se firent grand plaisir de nous envoyer une quantité impressionnante de jurons avant de rire à contre-cœur avec nous, au moins soulagés que leur supplice était fini. Il n'y avait pas de bête dans le piège, juste une femme avec un sifflet en forme de crâne qui relâchait des bruits sortis tout droit de Outremonde. Si vous avez des faits vécus, des anecdotes à me partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez me voir couvrir, vous pouvez me rejoindre personnellement par message privé à Laure Acadie, LOREAKADIE, sur Facebook, Instagram et TikTok, ou par email à lauracadie@gmail.com. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et me l'envoyer par email. Votre implication est le backbone et la fondation de Laure Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de LP Web les mercredis et Savèche les vendredis. Gardez l'œil ouvert pour mes apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis garous.